Comment l'Ukraine vit un an après la grande invasion russe? Qu'est-ce que les Ukrainiens ont appris sur eux-mêmes et sur le monde durant ces 12 mois de l'agression? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de l'UkraineWorld.org, un site en français sur l'Ukraine. Alors Volodymyr, on approche cette date tragique pour l'Ukraine, le 24 février. Un an, 12 mois se sont écoulés depuis le grand choc que nous avons vécu ensemble. Aujourd'hui, je propose qu'on discute des conclusions, donc qu'on essaie de dresser un bilan, même si c'est un bilan provisoire, bien sûr. On est toujours en guerre, la guerre continue. On n'en voit pas la fin. On va discuter notre expérience, mais aussi essayer de se projeter de l'avenir, essayer de voir comment peut-on vivre et comment et de quelle manière on envisage l'avenir de l'Ukraine dans les mois et dans les années peut-être à venir. Alors, quelle serait ta vision de l'année écoulée? Oui, je pense que, bien sûr, c'était une année très très difficile. On a tous commencé de vivre d'autres vies, comme une nouvelle vie dans nos corps, comme tu commences une nouvelle vie. Il y a des gens parmi nous, par nos amis, nos collègues, chez qui cette transformation a été absolument majeure. Donc les gens qui sont partis dans la ligne de front, les gens qui sont immigrés, qui sont quittés le pays avec leurs enfants, les gens malheureusement qu'on ait ces histoires qui sont perdus, qui ont perdu leurs proches, leurs maris, leurs sœurs, leurs frères. Donc c'est la question d'une grande transformation. Et quand on regarde notre président Volodymyr Zelensky, je pense que c'est un emblème aussi de cette transformation. Un garçon qui était un comédien, qui était l'incarnation de toute légèreté de la vie, de toute cette humour parfois avec un goût médiocre, on peut dire, qui a vraiment s'est transformé vers un leader de la nation, ou bien quelqu'un qui sent la nation très bien, qui suive la nation, qui suive ce côté de la résistance. Oui, tu as raison, cette guerre, elle a un caractère, comme toute une guerre, elle a un caractère tout à fait concret, elle concerne les corps, pas uniquement des esprits. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est que nous avons aussi compris que ce n'est pas un film. J'ai souvent pensé au fait que si on savait, par exemple, le 24 février ou le petit matin, on savait, on aurait pu voir, comme dans un film, tout ce qui nous attendait devant, on serait sans doute choqué, médusé et peut-être même incapable d'agir. Si on imagine à une seconde, on voit tout ce que nous attend. Et je pense que justement, cet inconnu, donc on ne savait pas comment ça allait se dérouler, nous a permis d'agir et vraiment de vivre chaque jour, donc de se lever, de continuer, et donc pas seulement à nous, bien sûr, à tous les Ukrainiens, puis de continuer la résistance, continuer le combat. C'est ça l'histoire en fait. C'est ça l'histoire quand tu sais pas, tu peux pas jouer, tu sais pas exactement ce que t'attends devant. Je pense aussi que la guerre, c'est aussi une expérience de l'égalité. N'est-ce pas? Nous avons aussi discuté ce sujet avec toi à une autre occasion. Égalité, parce que la guerre, c'est quand toute la société se trouve dans le même contexte. Que tu sois président, Zelensky, et tu risques ta vie de rester à Kiev, que tu sois une femme
à Boucha ou à Irpin ou à Brovary, pourquoi pas, et tu risques toujours ta vie. Donc il y a une certaine pied d'égalité pour tout le monde. Et donc la même tendance pendant les frappes massives qui ont commencé en octobre, quand il n'y avait pas d'électricité dans le pays. Donc il n'y avait pas nulle part d'électricité. Tu peux être oligarque ou carrément sans abri, ou bien quelqu'un qui vivait très très modestement. Donc ça concerne tout le monde. Donc la guerre, c'est une expérience égalitaire, n'est-ce pas? Oui, en quelque sorte, c'est une réalisation du programme de Zelensky. Quand il est venu en 2019, il a dit de façon très très populiste. On était très très critique de lui à l'époque parce que c'était très populiste de dire que chacun de nous est un président, n'est-ce pas? Et maintenant, peut-être, on comprend que l'histoire nous a amené à cette situation. Bien sûr, c'est un peu pathétique de dire que chacun de nous est un président, mais de l'autre côté, le rôle de chaque citoyen est énorme. Donc c'est ça la démocratie. Ce qu'on a compris pendant cette année, c'est d'ailleurs ce que les vrais théoriciens de la démocratie, et je pense maintenant surtout aux auteurs francophones, aux gens comme Montesquieu, comme Rousseau, comme Tocqueville, qui ont compris, surtout Tocqueville et Montesquieu, que ça dépend, la démocratie, la République, ça dépend pas seulement des institutions, ça dépend de l'esprit des lois, l'esprit de la République, c'est-à-dire quelque chose, c'est une émotion. Ce que Montesquieu a expliqué quand elle a dit que la valeur de la République, le génie de la République, c'est l'amour. C'est l'amour de la communauté. Alors, c'est une émotion qui pénètre chaque citoyen, qui peut mettre tous les gens, à partir de vraiment des chauffeurs des voitures, des paysans, jusqu'à les directeurs des banques et des businessmen. Voilà ce qu'on a appris. Et de l'autre côté, ça veut pas dire que tout le monde autour dans les autorités ukrainiennes se développe comme ça, parce qu'on voit les scandales de corruption autour de Zelensky. On voit quelqu'un comme Kirill Tymoshenko qui a acheté des voitures de luxe. Mais ce qui est bien, c'est que il était très vite viré de sa poste. C'est-à-dire que peut-être cette inégalité artificielle, je veux dire, parce qu'on est toujours dans une certaine inégalité, évidemment, mais cette inégalité oligarchique et artificielle n'est pas vraiment tolérée dans la société ukrainienne aujourd'hui. Oui, bien sûr, il y a toujours ce qu'on appelle les profiteurs de la guerre. Il existait toujours dans les sociétés qui étaient en guerre. Donc, il y en a aussi, bien sûr, en Ukraine. C'est très bien qu'ils sont éliminés assez vite. Donc, je voulais dire justement dans le contexte plus large que la guerre, ce n'est pas, on peut pas observer la guerre. Tu n'es pas dans la position d'observation quand tu es en guerre parce que tu es là dans ce contexte-là. Il y a des dangers. Il y a le contexte qui n'est pas du tout sécurisé. Tu dois prendre des décisions toi-même, pour ta famille, pour ton entourage, pour voisinage, pour ton village, etc. Et ce que nous avons, rappelons-nous, ce que nous avons constaté dès les premières heures de conflit, de cette guerre, c'est que en fait, il y avait le rôle énorme et peut-être sous-estimé encore de la résistance populaire. Nous avons visité avec toi plusieurs régions en Ukraine. Tout récemment, par exemple, la région d'Oussoumy, nord-est de l'Ukraine, la région qui était peut-être moins discutée que la région de Kharkiv ou Tchernigiv ou Kiev. Mais là, ce qui se passait à Soumy, par exemple, sa région, c'est que dès les premières heures du 24 février, les troupes ukrainiennes se sont retirées. La police et les troupes et les défenses territoriales. Pourquoi? Parce que leur projet était de faire étendre ces colonnes de chars russes plus à l'intérieur du pays pour donner le combat ensuite et pour les détruire. Mais ce que ça voulait dire pour les villes telles Soumy, par exemple, à une trentaine de kilomètres de la frontière, ou Glouchiv, qui est à une dizaine de kilomètres de la frontière russe, ça voulait dire que les villes restaient à l'arrière, en fait, des troupes russes, qu'elles étaient bloquées. Et ce que nous avons vu avec toi, c'est que les locaux, les civils qui restaient à l'intérieur de ces villes, ont pris des armes et ont pris l'initiative. Ils ont pris l'initiative de défendre une ville bloquée.
Et donc ça, dans les conditions où l'armée n'était plus là. Et donc c'est grâce à cette résistance civile, ils étaient même pas membres de la défense territoriale, ils ont pu quand même ne pas empêcher aux Russes d'entrer dans la ville. Donc Lviv ou Soumy n'étaient pas des villes occupées au sens propre du terme, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est peut-être cet esprit. Donc, c'est très souvent qu'on entend des questions d'où vient cet esprit de la résistance. Et notre réponse toujours aux journalistes étrangers, aux experts, cette réponse de l'histoire, de l'histoire profonde, l'histoire qu'on a oubliée. L'histoire qu'on a oubliée en Europe, parfois aussi oubliée en Ukraine, mais je pense qu'on n'a jamais oublié cette histoire en Ukraine. L'histoire de Cosaques, par exemple, de cet esprit qui étaient les Cosaques à l'âge de baroque, à l'âge du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe et un peu XVIIIe siècle. Ce sont des gens, des guerriers qui sont très souvent des guerriers... l'armée qui est très mobile, qui est très fluide en quelque sorte, qui peut changer des souverains très très souvent et qui a cet esprit de la liberté, qui a cet esprit de la steppe infinie, immense. Et Soumy, ce que les gens nous avaient raconté dans cette ville, dans cette région du Nord, c'est aussi une tradition des Cosaques à partir de la moitié du XVIIe siècle. C'est une tradition qui vit encore dans les gens. Et c'est très intéressant de réfléchir sur la société ukrainienne comme ça, parce que c'est une société qui a ses relations très souvent très délicates avec tout ce qui concerne la modernisation, l'urbanisation, etc. Donc, une société qui a eu un certain soupçon vers cette modernisation, et c'est pour ça qu'il n'a pas senti finalement une grande différence, un grand conflit entre la tradition et la modernité, qui a essayé de se moderniser en gardant cette tradition profonde contre l'Empire russe, contre le pouvoir tyrannique, contre le pouvoir soviétique. Oui, cette tradition profonde, comme tu le dis, elle compte, mais tu as évoqué la démocratie. Donc la démocratie, avant, donc ça c'est aussi capital. Il me semble que si on revient à l'histoire plus moderne, pour expliquer cela, l'Ukraine, et donc pour expliquer en fait pourquoi en fait cette résistance, durant ces premiers jours, rappelons à nos auditeurs, il y avait des civils qui ont pris des armes, il y avait des queues énormes pour être mobilisés, il y avait des checkpoints partout. Nous avons traversé tout le pays, nous avons vu voilà, les checkpoints qui entouraient chaque ville, les villages, etc. Donc c'était quand même très visible, très vivant, très palpable. Et en fait, cette résistance qui n'était que militaire, officielle, ce n'était pas Zelensky qui donnait des ordres de défendre l'Ukraine, c'était les Ukrainiens qui la défendaient. Et donc si on revient à cette thèse de la démocratie, rappelons-nous que l'Ukraine est aussi un pays qui a une expérience tout à fait positive de ce qu'on appelle agir ensemble. Donc le Maïdan de 2004, ce qu'on appelle la révolution orange, le moment où il y avait des tentatives de manipuler les élections présidentielles, et donc les citoyens ont sorti dans la rue, dans la place centrale, Maïdan, et il y avait des protestations. C'était tout à fait pacifique à cette époque-là. Ils ont emporté, c'est-à-dire ils ont amené cette victoire. Voilà, ils ont insisté, donc ils ont amené le troisième tour de l'élection présidentielle. Rappelons-nous aussi les événements de 2013-2014, le moment de Euromaidan, où donc qui a littéralement chassé le dictateur Yanukovych, le président qui a usurpé le pouvoir et qui voulait changer le choix géopolitique de l'Ukraine pour la Russie, non pas pour l'Europe. Il était littéralement chassé du pays. Suite, bien sûr, malheureusement, les événements étaient plus tragiques parce qu'il y avait des victimes. Mais les Ukrainiens ont tiré une leçon de cela, de cette expérience. Une leçon telle que si on se mobilise, si on est tous ensemble, si on agit ensemble, si on crée des réseaux de s'entraide et les réseaux d'action, on peut avoir de succès, on peut y arriver. Et donc je pense que cette expérience qui s'est engravée dans les corps et dans les esprits, parce que tout ceci a eu lieu assez récemment, il y a 8 ans, à l'époque de l'invasion russe, ça a donné aussi les premiers réflexes. C'est-à-dire que les gens
sans réfléchir, sans hésiter, ont pris les armes et n'ont pas pensé est-ce qu'on on y arrive ou on n'y arrive pas. Ils ont choisi d'agir, ils n'ont pas se cacher, ils n'ont pas... Bien sûr, il y avait des gens qui se sont enfuis, bien sûr, il y avait des gens qui ont quitté le pays, les familles, bien sûr, avec les enfants. Mais en même temps, une grande majorité des Ukrainiens ont défendu l'Ukraine dans toutes les régions. Donc, on a évoqué Soumy, mais c'était ailleurs aussi. Pour en parler des démocraties, je crois qu'il y a aussi cette image de cette leçon aussi que cette guerre avait démontré que les démocraties peuvent être très fortes, n'est-ce pas? Oui, je pense donc pour ajouter à ce que tu as dit, je pense que il y a toujours la question que posent des journalistes internationaux. Est-ce que cette résistance des Ukrainiens vous avez surpris? Et on répond toujours que non. Donc parce que on a cette histoire de la résistance. Mais de l'autre côté, ce qui est surprenant, je pense, c'est ce côté instinctif de cette résistance. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer quand j'ai dit que ces valeurs de la liberté sont très, très, très profondément dans chaque citoyen ukrainien. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient toujours là, bien sûr. Ils dormaient, on peut dire, à l'Union soviétique. Ils dormaient dans les années 1980, disons 1900, mais peut-être 70, quand en Ukraine, il y avait quelques dizaines de dissidents qui voulaient vraiment lutter contre l'Union soviétique. Donc ça veut dire que il y a des époques quand cet esprit de liberté il dort, il est supprimé, il n'est pas vraiment très fort, et il y a d'autres époques quand il se lève, quand il devient très actif. Donc ce côté instinctif, c'est-à-dire des dizaines de milliers de gens qui s'inscrivent dans l'armée quand ils sont des civils, des gens qui font des ingénieurs des technologies informatiques, les chauffeurs de voitures, les enseignants de l'université, les journalistes, ils s'inscrivent dans l'armée sans connaître rien du tout, parce qu'il y a l'instinct dans leur inconscient peut-être qui leur mène à cette idée que l'amour de la patrie est une valeur fondamentale et qui est très important. La défense de ta communauté est aussi important que la défense de toi-même, de tes valeurs, les droits de l'homme, etc. Je pense qu'on a compris aussi que les droits de l'homme et les droits de leur communauté, ce sont des valeurs qui sont assez souvent, bien sûr, en conflit, mais assez souvent qui sont en harmonie, en quelque sorte. Et surtout pendant les périodes de conflit, de challenge, comme ça, comme la guerre, bien sûr, tout est centré. Tu peux pas exister séparément de ta communauté parce que c'est une menace qui concerne tout le monde sans exception. Donc, absolument. Je pense que aussi cette maxime qu'on a appris, c'est que l'individu n'existe pas sans communauté, mais la communauté n'existe pas sans individu, sans les efforts des individus. C'est pour ça que j'ai une métaphore que on a compris que notre nation, c'est un bébé, notre civilisation, c'est un bébé, c'est un nouveau-né qu'il faut défendre. Mais revenant à ta question sur la démocratie, je dis très, 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 très vite que oui, cette guerre montre que la démocratie est forte, que les démocraties sont plus fortes que les tyrannies, et j'espère que ça aussi redonne cette foi en démocratie que je pense que les gens dans le monde occidental ont perdu pendant les 2 dernières décennies pour des raisons différentes. D'abord pour des raisons que la démocratie a dominé le monde, et puis pour des raisons que les démocraties ont commencé à perdre intérieurement et extérieurement. Je pense que la lutte ukrainienne montre que les démocraties sont fortes. Pourquoi? Le principe démocratique est fort. Pourquoi? Parce que il donne, c'est pas seulement la démocratie comme des institutions, comme des règles, etc., mais quand il est quelque chose de plus profond, quand il y a une culture démocratique décrite encore par Tocqueville, etc., ça veut dire que chaque individu sent qu'il est fort, qu'il ou elle est fort ou forte,
est capable de changer la situation. Et c'est pour ça que capable de responsabilité. C'est ça la question où démocratie est forte, parce que ça pose la question, il y a personne sauf moi. Il y a personne sauf moi qui sinon moi, voilà. Ouais. Et ce que nous avons constaté, donc pour revenir de ces théories vers les réalités que nous avons pu témoigner et pu constater, c'est que en fait, lors de nos voyages, nous avons visité avec toi et avec nos amis plusieurs régions de l'Ukraine. Je pense que presque toutes les régions qui étaient touchées par la guerre, du nord en passant par l'est jusqu'au sud. Et donc nous avons vu que voilà, ce sens de la démocratie, c'est-à-dire de pouvoir agir sur place au niveau local, était très différent. D'ailleurs, avec des physionomies, si on peut dire comme ça, des visages différents dans différentes régions. Par exemple, si on prend Soummé, on a déjà décrit l'état de lieu où l'armée se retire, alors les civils restent bloqués, mais ce n'est pas pour rester bloqués et impuissants, mais c'est pour se mobiliser et pour bloquer rien que les routes qui mènent vers le centre-ville. Ceci est important. Si on prend l'exemple de Kherson que nous avons visité déjà après, bien sûr, la libération, nous avons vu les images en fait des premiers chars russes qui arrivaient vers Kherson et de toutes les protestations en masse. Donc les gens sortaient dans la rue vraiment en masse durant les premiers jours de l'occupation et même semaines. Donc avant que les Russes ont commencé à tirer, donc c'est là que ce climat d'effroi et de la terreur s'est instauré. Nous avons visité Kherson, nous avons vu des gens incroyables de ce mouvement de comment ils disent ça, ruban jaune, Żółta Striczka. C'est un mouvement de souterrain, des résistances qui existaient à l'intérieur de la ville occupée, et donc les gens qui étaient là à l'intérieur de la ville, qui avaient des communications secrètes avec les forces armées ukrainiennes, avec SBU, avec les forces territoriales, et qui donnaient des coordonnées, par exemple, des militaires russes, et donc plein d'autres choses. Donc tout ceci, c'est une autre forme de résistance. Donc si on va à Lviv, qui était pendant ces premiers jours et semaines de conflit, de la guerre, c'est un endroit incroyable, parce que rien que cette gare, l'image de la gare de Lviv, qui accueillait des dizaines de trains par jour, et dans ces trains, il y avait peut-être 3 fois plus du monde par rapport aux places disponibles, parce qu'il y avait des femmes avec leurs enfants, les personnes âgées, et tout le monde était parti dans un état de choc extrême, parce que les gens quittaient les villes et villages qui ont été bombardés. Et donc cette mobilisation autour de cette gare, plusieurs de nos amis on était volontaires pendant une certaine période dans cette gare, rien que pour faire des sandwichs, pour faire une tasse de thé, pour orienter des gens qui sont complètement perdus, tout cela. C'est une autre forme, n'est-ce pas, de résistance. Et donc, et ceci, on peut en continuer, bien sûr, mais c'est pour dire qu'en fait, dans chaque région, il y avait sa manière d'agir, et donc ça ne veut pas dire que c'est pas que tout le monde avait agi d'une manière comparable. C'est-à-dire que tous étaient différents, mais tous étaient utiles à la fois. Et donc ça veut dire que dans cette diversité, en fait, des formes de résistance, il y a quelque chose de très important aussi, de très parlant, n'est-ce pas, sur la démocratie. Oui, absolument, je suis d'accord. Mais d'abord, je fais une note linguistique pour nos auditeurs que la ville s'appelle Kherson et pas Kherson. Et la ville s'appelle Kharkiv et pas Kharkiv. Tania imite parfois la phonétique française, mais il faut prononcer les noms des villes quand ils se prononcent. Et d'ailleurs, la capitale de l'Ukraine, se prononce Kyiv. Donc, c'est parfois qu'on entend toujours des journalistes francophones qu'ils parlent de Kiev ou Kiev. Kiev, c'est plutôt une phonétique russe. Et en ukrainien, on dit Kyiv. Et c'est important de noter. Oui, je pense que cette diversité est très importante, et parce que aussi l'expérience de la guerre est très très différente. Donc on peut pas dire que chacun de nous a la même expérience de la guerre. Il y a l'expérience des gens qui sont sur la ligne de front et qui parfois incommunicables, donc, ou bien très très affreux et très horribles, parce que c'est entouré par des morts, c'est entouré par des pertes, des gens qui ont été à côté de toi.
c'est la mort, ce sont des morts instantanées et ce sont des corps mutilés. C'est très très difficile en fait. Il y a une autre expérience des gens qui, comme nous, qui voyagent partout en Ukraine, sur la ligne de front, qui sont très proches de ce qui se passe. Et il y a de l'autre expérience, l'expérience des médecins, par exemple, qui travaillent dans les hôpitaux sans jours de vacances, sans jours fériés, et qui sont, pour eux, chaque jour, ce sont des spectacles de cette mutilation, de cette apocalypse des biologiques, des corps humains, des souffrances, des morts, etc. Il y a l'expérience de ceux qui ont perdu leur maison et qui ont perdu leurs proches, et c'est pour ça on a parlé avec des gens à Irpin, par exemple, qui ont perdu leur maison et une femme nous a dit on va pas revenir dans cette partie de la ville, jamais je vais revenir sur ma rue parce que je peux pas voir ma rue sans ma maison. Il y a bien sûr cette perte, on a vu à Boutcha cette voiture et cette histoire de la famille qui a été fusillée par des Russes et le père était brûlé dans la voiture et puis j'imagine pas que la femme et ses filles vont revenir dans cette ville. Donc, il y a ça. Il y a aussi des gens qui sont émigrés, qui sont surtout des mères avec leurs enfants. C'est surtout l'histoire des femmes, d'ailleurs. On a franchi quelquefois la frontière occidentale quand on était invité pour parler à quelqu'un et on a vu cette situation dans la gare quand il y a que des femmes avec des valises énormes entourées par leurs enfants parce que les hommes normalement ils franchissent pas la frontière parce qu'il y a la loi martiale voilà. Ouais. Parce que tout simplement parce qu'il y a la loi martiale qui interdit aux hommes entre 18 ans et 60 ans sauf des cas spécifiques professionnels dans certains cas et pour un certain nombre d'autres cas les hommes peuvent traverser la frontière, c'est ça. Oui, donc et tu peux pas dire qui est dans la situation plus difficile, hein, parce que bien sûr la situation biologique, physique est plus difficile aux soldats sur la ligne de front, mais très souvent la situation psychologique intérieure est beaucoup plus difficile pour des gens qui sont à l'étranger, par exemple, ou pour des gens qui sont qui ne peuvent pas agir pour telle ou telle raison. Oui. Tout à fait. Comme nous parlons aujourd'hui des conclusions de la guerre, dressons rapidement nos conclusions, notre vision de conclusion de cet aspect militaire, n'est-ce pas? Parce que la guerre avait commencé comme dans un projet de blitzkrieg, comme ça, guerre éclair, on disait qu'il devait durer 3 jours, peut-être quelques jours, une semaine, et puis se terminer très vite. J'avais entendu récemment par un présentateur d'un média international qui a dit une intro un peu bizarre, il a dit cette guerre qui devait durer 3 jours, mais qui dure malheureusement 1 an déjà. Donc c'était un peu maladroit parce que c'est très heureusement que cette guerre n'a pas duré 3 jours parce que dans 3 jours on serait déjà occupé par les Russes. Donc bien sûr, il y avait des hauts et des bas. Ranna Mahler, qui est une adjointe du ministre de la Défense ukrainien, elle avait dressé ses 10 points. Elle a fait un article, même pas un article, mais un post sur Facebook qui était republié dans la presse ukrainienne aujourd'hui. Ce texte intitulé 10 victoires de l'Ukraine durant la première année de guerre. Donc il a énuméré en fait les batailles, les choses que nous avons gagnées, bien sûr. Tout d'abord, donc je fais ça rapidement, bien sûr tout d'abord la résistance suffisante à Kiev, Soumy et Tchernigiv, qui n'a pas permis en fait les troupes russes entrer à l'intérieur de ces villes. Donc c'est une première victoire qui était dans les premières heures et jours de conflit. Ensuite, la libération de ces territoires, la région de Kiev, Tchernigiv, Soumy qui était libérée lors du mois de mars, n'est-ce pas? Ça a été aussi une victoire. Ensuite, voilà, pour aller vite, bien sûr, il y avait le fait que bien sûr, l'opération tout à fait brillante à Kharkiv, donc Kharkiv, à Kherson, pareil, libération de Kherson en mois de novembre, mais aussi, il faut pas oublier l'île de Serpent,
l'île de Serpent qui était libérée par libérée, ça veut dire les troupes russes sont parties, et surtout cette résistance durant l'été. Donc cette étape en fait très dure quand les troupes russes ont quitté le nord de l'Ukraine, mais sont concentrés vraiment tout leur effort pour percer, pour briser cette ligne de défense à l'est. Et alors ils avaient énormément de ressources à cette époque-là, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et alors que les troupes ukrainiennes n'avaient pas encore suffisamment d'armes occidentales à ce moment-là pour faire face à cette à cette vague énorme d'artillerie et tout. Et donc malgré tout, donc d'ailleurs ce qui est vrai, c'est que les pertes ukrainiennes étaient énormissimes. Justement, les plus grandes pertes de l'armée ukrainienne avaient lieu durant 3 mois de l'été 2022. Mais j'imagine qu'ils sont maintenant très très grandes aussi. Donc, dans cette bataille pour Bakhmout, ils sont inférieurs aujourd'hui. Ils sont inférieurs. Oui, parce que même d'après les statistiques, l'artillerie russe, elle pouvait employer 60 000 obus par jour en été. Aujourd'hui, c'est 15 000. Donc, c'est inférieur. Ils sont vraiment ce qu'on appelle oui, c'est une manque d'obus et c'est très bien. Et toi, pour toi, quelle victoire, quel moment pour toi, c'était des moments marquants en fait? Juste pour rappeler ce que tu as dit, on se rappelle bien sûr le Kiev au mois de mars, une ville presque vide, sans les magasins ouverts, sans les voitures, avec des rues vides, une ville dans laquelle l'ennemi était très proche. On se rappelle avec toi Kharkiv au mois de mai, au mois de juin, quand les Russes étaient très 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 vite, très très proches, et quand tu pourrais attendre les batailles d'artillerie très très proches de Kharkiv, et puis la ville était bombardée par des missiles russes les nuits et par l'artillerie aussi. Et par l'artillerie. On se rappelle très bien ce qui s'est passé à Kharkiv au mois de juin, au mois d'août. Bien sûr, la situation c'est très très difficile. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme et beaucoup de gens sont revenus. C'est d'ailleurs aussi, tu poses la question sur les victoires. Quand les gens se reviennent, je pense que ça, c'est une victoire. Quand les villes... parce que je me rappelle de ces Brovary dans lesquelles on vit, Brovary au mois de mars, quand je venais ici, et je pense que c'est la douleur très très profonde quand tu étais dans la ville peuplée, que tu étais dans la ville pleine d'énergie, et puis il y a personne, il y a presque pas des gens sur les rues. Et puis ça devient encore, les gens reviennent et ça devient encore la ville pleine de vie. C'est ça, ce sont des vies comme Kharkiv, comme Kiev, comme Brovary, comme Chernihiv, et j'espère un jour Kherson. Malheureusement, on était à Kherson au mois de décembre, c'est pas tout à fait la ville qui est pleine de vie. Maintenant, c'est une ville aussi très très vide parce que les Russes sont très proches, 1 kilomètre de l'autre côté de Dnipro. Ils bombardent la ville avec l'artillerie chaque jour, ciblant vraiment des civils et des groupes des gens. Mais on espère aussi que la vie va revenir à Kherson. Il est revenu à Mykolaiv, une autre ville qui était 9 mois sous les bombardements russes. Maintenant, on était dans un concert de jazz à Mykolaiv. C'était formidable. Je pense que ce retour de la vie, c'est quelque chose de vraiment très, très miraculeux. Oui, tu as absolument raison. Voilà, donc une vie, quand il y a une vie, quand il y a des cafés, des restos, quand il y a des enfants. Je me rappelle le critère de notre retour à Brovary était de voir les enfants dans la rue. Ça veut dire quand il y a les enfants, ça veut dire que les conditions de sécurité sont réunies, plus ou moins, tant que c'est possible pendant la guerre et qu'il y ait une possibilité de vie, en fait. J'ai une formule, de cette condition nécessaire pour le retour de la vie dans les villes et villages ukrainiennes. C'est une distance d'artillerie russe, c'est une 40aine de kilomètres. Dès que le front, donc à Mykolaiv, c'est très parlant. Mykolaiv qui était
bombardé, n'est-ce pas, pendant des 8 longs mois où l'artillerie russe était vraiment à côté, donc ils ont bombardé en permanence cette ville. Et donc les images que nous recevions à l'époque de Mykolaiv, c'était ça en fait, les rues vides, les gens, la moitié de la population sont partis, c'était inimaginable d'y rentrer. Donc bien sûr, il y a toujours des gens qui restent dans les villes comme ça, mais il y avait justement pas des vies. Et au moment, donc ça se passe du jour au lendemain, le moment où les troupes russes ont été repoussées de Kherson, ça veut dire qu'ils sont partis, et donc ils étaient à une distance supérieure à ces 40 kilomètres pour artillerie. Alors tout d'un coup, Mykolaiv n'est plus cible des attaques d'artillerie. Bien sûr, les missiles, ils peuvent arriver n'importe où, ils peuvent arriver à Lviv, Ivano-Frankivsk, avec le même, donc c'est les mêmes probabilités, les mêmes risques à Kiev ou ailleurs, ou je sais pas, à Kramatorsk. Mais étant donné que tu n'es plus à la portée des artilleries et c'est 300, voilà, cette missile là, en fait, c'est pas un vrai missile, c'était des missiles qui étaient conçus au départ comme des missiles de la défense antiaérienne, mais les Russes les utilisent pour frapper, voilà. Donc pour frapper, ce sont des missiles de courte portée. Donc dès qu'on s'éloigne à 40 kilomètres, donc la vie peut être normale. Donc, sauf que la question d'enfants. Donc on a vu à Kramatorsk que les écoles ne fonctionnent pas et les écoles maternelles ne fonctionnent pas. La même situation, malheureusement, est à Kharkiv. Donc, si tu as une jeune famille avec des enfants, vivre dans une ville dans laquelle il y a pas d'école et donc les écoles ne sont pas ouvertes, ils sont ouvertes en ligne mais pas de façon physique. Bon, c'est très difficile. Je pense que c'est un drame aussi de long terme pour nous parce que un des drames de cette guerre, c'est que les gens sont partis. La question de la scolarité, les enfants, les adolescents, il y a beaucoup parfois, on attend le chiffre que la moitié des écoliers sont partis. Et bien sûr, c'est dramatique. Une autre conclusion de cette guerre, de ces temps de guerre, et on espère que ce chapitre soit clos, c'est cette guerre énergétique qui a été commencée par la Russie en octobre, le 10 octobre, la date exacte, c'est la date où ils ont commencé les frappes méthodiques délibérées contre les infrastructures électriques. On se rappelle très bien de cela, puisque la suite directe de ces frappes était que pendant de longs mois, 4 longs mois, toutes les régions de l'Ukraine, avec certaines différences bien sûr, mais on vivait avec à peu près la moitié d'électricité. C'est-à-dire que à Kiev par exemple et à Brovary, on avait en général 12 heures avec électricité sur 24, c'est-à-dire 50%. Et parfois, quand il y avait des frappes massives, il y avait aussi le véritable blackout au mois de novembre, le moment où en fait plusieurs régions ont resté sans électricité pendant très longtemps. Ici à Brovary, nous avons eu cette expérience en décembre où nous avons vécu 36 heures d'affilée sans électricité, ce que ça voulait dire aussi sans l'eau courante, parce que dans notre immeuble, le système est tel que sans électricité, nous n'avons plus d'eau courante. Aussi, nous n'avions pas de chauffage au mois de décembre, donc c'était assez froid. Et donc, il fait nuit à 16 heures, c'était plutôt triste. C'était plutôt une épreuve parce que sans l'eau, sans lumière, sans connexion, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de wifi, bien sûr. Même l'internet mobile, il ne fonctionne plus une heure plus tard après le blackout. C'est toujours comme ça. Et même le réseau téléphonique normal, je veux dire, les téléphones, ils marchent à peine et après plusieurs heures d'affilée sans électricité, impossible d'appeler par téléphone. Donc, les gens vivent comme chacun sur son île. Ça, c'était très difficile. Et je pense que comme conclusion, en fait, de cette guerre qui avait duré 4 mois, c'est que, en fait, la Russie continue d'épuiser son stock de missiles de haute précision. C'était une technique d'ailleurs employée par Surovikin. Surovikin, quand il était nommé chef de cette opération militaire, il a beaucoup employé cette méthode. Et donc là, maintenant, depuis qu'il est, comment dire, éloigné, on voit un peu moins ça. En même temps, on voit que les ressources des missiles de haute précision deviennent déficitaires en Russie. Et en même temps, les travaux de réparation effectués par l'Ukraine, par nos travailleurs de cette infrastructure énergétique, ils ont eu du succès. Le résultat est là. 4 mois pile après le début de cette guerre, l'Ukraine se retrouve avec de l'électricité
pas à 100%, mais chez nous, par exemple, c'est à 100%, c'est-à-dire qu'il y a plus de coupures, plus du tout. Et la compagnie énergétique prévient qu'il y a parfois des coupures, on peut avoir des coupures dans telle ou telle région, ou dans telle ou telle localité, de temps en temps, ça c'est dû à des travaux qui sont en cours, mais globalement, on peut dire et se féliciter que nous avons gagné cette guerre, donc c'est-à-dire que le système énergétique, il a démontré la résistance face à ces nombreuses attaques. On avait combien? Une quinzaine d'attaques de masse, c'est-à-dire quand il y a une centaine, d'abord une centaine, après 80 missiles qui volent, après 60 missiles, 50 missiles, donc ça descend parce que les ressources sont épuisées. Et donc, cette technique de la terreur que la Russie voulait employer contre les civils, parce que c'était un moyen de pression tout d'abord sur la population pour que nous faisions pression sur Zelensky et le gouvernement pour qu'on cède. Alors ça n'a pas marché. Oui, j'ajouterais deux choses. D'abord que, bien sûr, et c'est aussi un résultat de soutien international, parce que l'Ukraine a changé, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un changement de distribution de l'électricité, le système est devenu beaucoup plus décentralisé et on a eu besoin de l'équipement, de tout ce côté technique aussi pour réorienter ce côté de distribution. Donc c'est ça aussi, c'est très important, cette solidarité internationale, pas seulement au niveau des armements, mais aussi au niveau économique, au niveau d'énergie, etc. Et deuxième chose, que je pense que, disons, les Américains ont compris très très vite pendant leur guerre au Moyen-Orient. Son guerre était aussi mauvaise, bien sûr, et les Russes ont essayé d'imiter en quelque sorte cette guerre, que tu gagnes pas la guerre avec des missiles. Donc, la missile, c'est effrayant. La missile, c'est énormément destructif. Tu peux détruire des maisons, tu peux tuer des dizaines de gens, parfois des centaines de gens à la fois. Mais tu peux pas gagner tu gagnes pas la guerre avec des missiles. Parce que ce que tu provoques la haine de la population, la haine des citoyens, la mobilisation des gens. La seule façon dans laquelle tu gagnes la guerre, c'est la présence physique des troupes et changement administratif, changement du pouvoir. C'est pour ça que la tactique, on se moque de la tactique initiale russe de prendre Kiev en 3 jours, mais c'était une tactique avec une certaine logique. Il y avait une certaine logique dans cela. L'hypothèse était que Zelensky c'est pas un vrai président, il va et que l'Ukraine n'est pas un vrai pays, c'est ça. Et l'Ukraine n'est pas un vrai pays et que l'Ukraine est gouvernée par quelques milliers de gens qui sont détestés par la population et que Zelensky va fuir, et quand il va fuir, voilà, il y a plus de pouvoir et tu prends le pouvoir et c'est ça. Donc c'était la logique initiale et le seul problème était que l'hypothèse initiale sur la structure du pays, que Zelensky va fuir et que l'Ukraine en fait déteste leur pouvoir, et il y a un certain détachement. Bon, c'était l'hypothèse absolument fausse. C'était un effet de la désinformation russe sur la Russie elle-même. Donc Poutine est devenu victime, si je peux dire, de sa propre désinformation. Et c'est très intéressant. C'est des illusions. Mais or, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est que les objectifs de la guerre, aujourd'hui, ils sont pas du tout clairs pour la Russie. Ils sont pas du tout explicites. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est que la tactique de Surovikin avec des attaques de missiles, c'est une tactique qui n'a pas de logique, et qui n'a pas de but, parce que le but était juste la violence contre des civils. Donc la guerre elle-même est devenue, avec Surovikin, avec des frappes de missiles, la guerre elle-même est devenue le but. Et c'est très important qu'on commence à comprendre ça, et je pense que ce propos de Poutine il y a quelques jours à la Conseil de Fédération, un conseil fédéral a montré que finalement ils n'ont aucun but dans la guerre sauf la guerre elle-même.
Oui, et reste à ajouter que Surovikin et toute cette tactique de terreur, ça vient de la Syrie. Donc Surovikin qui était un général lors de la guerre que la Russie menait en Syrie. Et donc cette tactique est employée de là, sauf que en Syrie, il n'y avait pas du tout de la défense aérienne. C'est-à-dire que 100% de missiles ou autres bombes arrivaient à leur but et donc le pays était absolument sans défense. Et ça a marché. En quelque sorte, on peut dire que cette tactique employée en Syrie, par le côté russe, ça marchait en Syrie, mais ça n'avait pas de chance de marcher en Ukraine. Et donc, pour revenir à ce Conseil fédéral, c'était quand même très significatif le discours de presque 2 heures que Vladimir Poutine a fait devant les députés, pas les députés, et puis les hauts fonctionnaires russes. C'est que on était quand même frappé, on attendait un petit peu parce que c'était curieux de voir ce qu'il allait présenter comme sa vision de l'avenir. On était quand même frappé de voir qu'il y avait pas un seul il n'a pas fait l'état des lieux de la guerre, c'est-à-dire il n'a rien expliqué. On en était où avec cette opération militaire, quels sont les objectifs de cette opération militaire, est-ce qu'on a du succès, est-ce qu'il y a des échecs, etc. Il a parlé de l'état de la guerre comme état permanent pour la Russie, parce qu'elle a évoqué un détail intéressant pour ceux qui n'ont pas écouté Poutine en russe, c'est qu'il a dit qu'ils allaient attribuer à chaque soldat russe 2 semaines de vacances, de congés, chaque 6 mois. Après la mort. Ouais, après la mort. Chaque 6 mois de service dans les tranchées. De l'humour noir, alors. Et quand il dit, 2 semaines de vacances après la mort. Et quand il dit, voilà, nous vous accordons 2 semaines de congés chaque 6 mois, donc la question que tu te poses, mais ça va durer combien? C'est chaque 6 mois. Donc est-ce que ça va durer à l'éternité? Et donc c'était très marquant, c'est-à-dire que elle veut essayer de faire la guerre comme un état permanent. Voilà, en tout cas essayer de présenter à la société l'état de guerre comme un état normal. Et donc c'est ce caractère flou en fait de la durée. Cette fluidité, ce caractère incertain concerne aussi les frontières, parce que l'expression qui avait été utilisée par Poutine, mais cette fois-ci au concert de Loujniki, donc c'est le concert qui a eu lieu le lendemain après ce conseil fédéral, ce concert qui ressemblait des jeunes, donc le public était les jeunes, c'était un concert patriotique, bien sûr, pour exalter des comportements, de la mobilisation de la société, etc. Et donc là, Poutine a employé l'expression, si je ne me trompe pas, en russe, c'était na rubежах нашего отечества, dans les frontières de notre patrie, frontières. Or, quand on dit frontières, aujourd'hui, après toutes ces annexions illégales et légitimes, certes, dans les régions de Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk, on se pose la question, mais ils sont où exactement les frontières défendues par les troupes russes? Sont-ils à côté de rive gauche ou de rive droite du fleuve Dnipro, à côté de Kherson? Ou à Zaporizhia, c'est après ou avant Pologi, qui sont actuellement occupés, mais qui risquent d'être réoccupés par les troupes ukrainiennes. Donc tout ceci n'est pas clair. La frontière, elle n'existe pas. Et donc quand Poutine met accent sur le fait que nous défendons les frontières, c'est-à-dire que les frontières sont partout, en quelque sorte. Oui, parce que l'empire, c'est un État qui a le centre et n'a pas des frontières. Et c'est la peur de l'empire, c'est que quand tu s'élargis pas, tu vas perdre ce que tu as. Comment tu dis, je ne sais pas exactement. Et si tu ne s'élargis pas, tu te retrécis. Voilà. Voilà. Parlons un peu de l'avenir. Quelques minutes, parce que c'est important. Donc, la tendance de cette guerre que tu as déjà évoquée, c'est que les Russes maintenant ont beaucoup moins de ressources qu'avant, beaucoup moins de munitions, beaucoup moins d'artillerie. C'est qu'on voit à l'est ce qui se passe. Les attaques russes, ce sont des attaques par des soldats, pas par des chars ou par des avions. Selon l'information ukrainienne, les pertes russes, c'est 140 000 de soldats. Donc, ce sont vraiment les pertes énormes.
Et ce qui se passe, je pense que les analystes qui disent que ce printemps, il y aura la lutte décisive parce que on verra qui va faire une vraie contre-offensive ou vraie offensive, les Russes ou les Ukrainiens, c'est très important. Et c'est pour ça que l'avènement des armements occidentaux maintenant, ou bien dans un mois, dans 2 mois, est si important parce que c'est vraiment une chance de changer complètement le bilan de l'équipement, le bilan des chars, le bilan d'artillerie, peut-être aussi le bilan des avions. Et c'est pour ça que si on imagine que les armements occidentaux aident à l'Ukraine de mener cette contre-offensive, on aura peut-être une vraie transformation, une vraie, comment tu dis, breakthrough, comment tu dis ça en anglais? Paradigm, comment tu dis, un vrai changement radical. Un changement radical, donc de cours de la guerre. Et bien sûr, la Russie, peut-être, il va essayer d'obtenir des armes aussi de l'autre côté, des autres pays, et c'est pour ça que le rôle de la Chine est très important, mais pour le moment, on voit que la Chine s'abstient de livraison des armes en Russie. On va espérer que ça va continuer comme ça. Oui, nous allons voir tout cela. Bien sûr, plusieurs aspects sont incertains à ce moment-là. Voilà, nous finissons aujourd'hui dans un état très incertain. Il y a très peu de certitude combien de temps cette guerre peut-elle encore durer. On espère bien sûr que les troupes ukrainiennes arrivent à procéder par la contre-offensive plus rapidement, que les Russes obtiennent suffisamment de ressources de leurs partenaires, que ça soit Chine, que ça soit Iran, que ça soit autre pays. Mais espérons, gardons l'espoir. Merci Volodymyr pour cette conversation tout à fait intéressante. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée de Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste, rédacteur en chef du site en anglais qui s'appelle ukrainevolt.org. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.